Nous restons sur le Niger où Dangote lance la construction d'une cimenterie de 275 millions d'euros, c'est-à-dire 180 milliards de francs CFA. Alors, Chris, le prix de la tonne de ciment au Niger actuellement, c'est 100 000 francs CFA. Vous ne pensez pas que l'implantation de cette cimenterie risque de faire baisser, parce que c'est aussi l'objectif du gouvernement, faire baisser le prix du ciment, mais là, les cimentiers locaux ont des soucis à se faire. Bon, les cimentiers locaux, et mon frère l'a dit tout à l'heure, que la demande est là, parce que cette demande-là n'est couverte qu'à raison de 20%. Les 80%, il faut que quelqu'un vienne quand même combler cette demande-là. Et maintenant, si les producteurs locaux ont les moyens de produire, ils l'auraient déjà fait. Il faut que quelqu'un leur vienne au rescousse, de telle sorte que le ciment, le prix baisse. Et puis la concurrence sert les consommateurs. Et il le faut absolument, parce que lorsque quelqu'un, un cimentier qui ne peut couvrir qu'une petite partie des besoins est seul sur le marché, il va de soi que le produit qu'il propose soit cher. C'est comme les vendeurs de sel, lorsqu'ils s'alignent, et c'est l'acheteur qui gagne. Et maintenant, c'est ce qui a failli se passer d'ailleurs au Togo. C'est un cas qu'on peut évoquer aussi. Lorsque Dangote entrait, il était entendu que le prix du ciment à la tonne devrait baisser, mais ça n'a pas été le cas finalement, parce qu'on craignait justement qu'ils viennent faire cette concurrence derrière qui va plomber pratiquement les producteurs qui existaient déjà sur le terrain. Mais je crois que en principe, lorsqu'il y a plusieurs producteurs, il faut que le consommateur bénéficie justement de l'effet de la concurrence, plutôt que que l'État fasse en sorte qu'il y ait alignement de prix, ce qui dessert le consommateur. C'est ce qui était arrivé, parce qu'il faut qu'on prenne un peu de la part des actionnaires pour servir le consommateur. Et en servant le consommateur, c'est une autre façon de faire de la redistribution. Mais dans certains pays, j'ai cité le cas du Togo, pendant des dizaines d'années, c'est l'actionnaire, c'est les producteurs qui ont été servis. Bien, je crois que quand le marché est ouvert, il faut que le consommateur sente que quelque chose a changé. Nous ne l'avons pas constaté pour le moment, mais au moins il y a un effet qui est notoire, qui est constatable, c'est qu'on ne parle plus depuis l'arrivée de Dangote de la pénurie de ciment au Togo. Parfois, on achète le paquet de ciment à 5 000. Parfois, vous avez de l'argent, mais tout simplement, il n'y a pas de ciment à acheter, parce qu'en ce moment-là, les cimentiers qui sont ici doivent exporter vers le Burkina et justement vers le Niger, ce qui fait qu'il y a une pénurie qui se crée régulièrement, ce qui fait que les gens augmentent de façon incompréhensible le prix du courant. Au moins depuis l'implantation de Dangote, on ne constate plus. Vous constatez quand même la façon dont le ciment est vendu au Togo par Dangote. C'est comme du poisson au marché. C'est le vendeur qui arrive vers vous. Oui, qui arrive vers vous. Or, mais avant, c'est l'acheteur qui va vers le producteur, et il n'est servi qu'au bout d'une péripétie longue. Vous présentez par exemple à l'usine qui produit du ciment, vous allez acheter 10 tonnes, vous attendez là 10 jours, 2 semaines, vous n'avez pas de ciment, tout simplement parce que c'est vrai, comme cela se passe actuellement au Niger, la demande est plus forte que l'offre. Et ce que Dangote corrige aujourd'hui, c'est que nous avons au moins l'équilibre. On devrait même dire qu'il y a davantage de ciment sur le marché que de demande. Ça va amener à la longue les producteurs à diminuer le prix pour contenir la concurrence, parce que il faut quand même dire que l'arrivée de Dangote sur le marché fait qu'il y a l'abondance de ciment et que ceux qui étaient déjà sur le marché n'ont plus aujourd'hui le monopole de la chose et ne vendaient plus comme avant. Et ne vendant plus comme avant, peut-être qu'ils seraient portés à la longue de diminuer le prix pour gagner au niveau de la vente. Et on souhaite que cela arrive, parce que vous savez que le secteur de la construction au Togo, comme partout ailleurs dans le monde, est un secteur très florissant. Et puis il faut que le matériel soit disponible pour que ceux qui construisent soient mieux servis. Alors Jean-Paul, sous réserve, peut-être qu'au niveau du Togo, je ne sais pas comment ça se passe au Niger, mais au niveau du Togo, c'est l'État qui fixe le prix. Oui, c'est cette précision que je voulais apporter à ce que Chris a dit. En réalité, ce n'est pas les actionnaires ou les dirigeants de ces groupes
c'est de ces cimentiers qui fixent les prix pour faire plus de bénéfices. C'est l'État togolais qui fixe les prix du ciment. Et le dernier décret fixant le prix du ciment date de 2008. Donc depuis, ça n'a pas été révisé. Puis la deuxième précision que je voulais apporter, c'est que officiellement, en fait, nos besoins sont couverts officiellement, puisque officiellement nos besoins sont de 1 250 000 400 par an, et les producteurs mettent sur le marché 2 millions de tonnes par an. Donc nos besoins sont couverts. Donc, mais ils expliquent les pénuries qui arrivent de temps en temps par un certain nombre de facteurs, mais ce n'est pas dû en réalité à leur capacité de production, parce que leur capacité de production couvre largement les besoins. D'autant plus qu'ils ont une obligation de livrer, enfin de mettre à disposition de la consommation intérieure. Je crois qu'au moins 50% ou 55%. On passe le ciment alors pour qu'il y ait pénurie régulièrement avant l'arrivée de Dangote. Donc, ça c'est les chiffres officiels que j'apporte. Alors là, il y a quand même quelque chose qu'il faut relever, Rodrigue, c'est que quand on a, peut-être Chris l'évoquait, quand on a par exemple, on est dans un libéralisme économique comme le Togo, c'est vrai qu'on parle du Niger, et qu'il y a un concurrent qui arrive, ça devait agir sur le prix en principe. Non, normalement, ça doit agir sur le prix. Sinon, l'arrivée de cette concurrence ne saurait s'expliquer normalement. Maintenant, le problème qu'on relève ici, c'est le fait qu'il y a des demandes qui sont restées sans satisfaction. Et donc, l'arrivée, dans un premier temps, c'est pour combler ce vide de demande. Et l'autre côté, quand même, à 100 000 la tonne de ciment, c'est vrai que nous savons que dans ces pays-là, je ne sais pas comment ils font, mais l'argent, il y en a quand même. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut aller acheter la tonne de ciment à 100 000. 100 000 Et puis quand vous prenez généralement la politique de Dangote, ce n'est pas élever le prix à un niveau où la population ne peut pas, où la clientèle ne peut pas vraiment avancer. Donc je pense qu'il doit y avoir des discussions, oui, diminution, mais peut-être pas trop, puisque l'entreprise qui est sur place, on ne va pas aussi du jour au lendemain tout balancer comme ça. Donc il faut jouer un peu politique et peut-être redéfinir les cahiers de charges, parce que c'est normal, quand vous êtes seul, le prix, il faut voir. Dans plusieurs domaines, on a vu, vous êtes seul, c'est pas pour rien qu'au Togo ici, depuis quelques années maintenant, on prie qu'il y ait d'autres, par exemple, entreprises de téléphonie, ainsi de suite, tout et tout. Parce que chaque fois qu'il y a des entrées d'entreprises, ça agit sur le prix et ça permet aux consommateurs quand même de se soulager par rapport à l'exorbitance généralement de ces prix. Et de l'autre côté, la concurrence, elle-même, ça permet à l'entreprise, si elle veut continuer par exister, de corriger par exemple certaines choses. Quand on prend par exemple le traitement des ouvriers, des employés, ben, si vous ne traitez pas et que l'autre offre mieux, les gens risquent, les techniciens risquent de vous quitter pour aller vers là. Ça peut rapidement aller à des débouchés d'importante qualité. Donc ça permet aux deux entreprises de se mettre maintenant, ce n'est plus forcément dans la production, mais il y a aussi d'autres facteurs qui entrent dedans. Donc c'est très important. Si hier, par exemple, l'autre s'accordait, par exemple, des repos qui vont au-delà, parce que les gens se disent, bon, quoi qu'on dise, la demande, nous on est limité, on ne peut plus avancer. Non. Peut-être que de l'autre côté, l'autre entreprise va chercher des actionnaires pour peut-être aussi intensifier ou augmenter sa productivité. Et là, c'est le pays qui va en gagner. Donc, c'est pour ça que je dis que l'important, vous savez, c'est que les gens se comprennent sur ce qu'ils veulent faire réellement. Pas faire venir Dangote et puis par après, on va prendre des rétrocommissions, c'est vrai qu'il y en aura. Et pour que Dangote devienne un gourou au Niger, ça risque de provoquer autre chose. Alors, finalement, quand Dangote s'implante au Niger, Chris, qui y gagne? Parce que c'est vrai que le Niger, le cimentier nigérien ne couvre que 20% du marché, mais le Niger importait déjà du Nigeria et du Bénin, donc couvrait un peu déjà le besoin qu'il y avait. En s'implantant, qu'est-ce qui va changer
fondamentalement. Ben, je crois que nous avons déjà effleuré le sujet. Ben, tout le monde y gagne, le consommateur, l'État, Dangote, parce que Dangote, c'est un homme d'affaires, il ne vient pas investir au Niger pour les beaux yeux du président de la République quand même. Il est venu d'abord faire des affaires. Et on a dit qu'il va quand même accompagner cette implantation-là par la satisfaction des besoins des communautés à la base. Ça, c'est un fait, c'est déjà un bénéfice. Mais maintenant, il y a le fait que le ciment sera disponible parce qu'il va produire quand même 1,5 million tonnes. 2 500 000 tonnes. 2 500 000 tonnes. Alors que précédemment, c'était 40 000, quelque chose comme ça, qu'on produisait. Déjà, au moins, il y a la disponibilité du produit et tous ceux qui ont l'argent pour acheter vont acheter. Il n'y aura plus cette importation-là du Bénin ou du Niger ou de toute façon. Si cette importation-là persiste, va falloir que la concurrence joue pour que le prix baisse. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure que c'est le prix à la tonne, c'est 100 000. Il faut que cela diminue peut-être. Le pouvoir d'achat au Niger, comme au Togo, c'est quand même pas pareil. Et c'est 100 000, mais les gens construisent. Maintenant que Dangote va s'implanter et va apporter ce bol d'air-là au niveau de la production, le peuple nigérien va y gagner, et l'État va y gagner, peut-être en percevant des impôts. Les communautés, la communauté dans laquelle cette cimenterie-là va être implantée va gagner aussi sans doute parce que le Dangote va procéder à la satisfaction des besoins de base. Je crois que la concurrence aussi est servie parce que quand il n'y a pas de concurrence, c'est le consommateur qui est desservi. Il faut que le produit soit disponible et qu'il y ait plusieurs producteurs pour qu'il y ait le choix. Et il y a aussi la qualité qui gagne parce que au Togo, actuellement, les gens jugent les produits Dangote et les produits qui existaient déjà. Je ne vais pas dire ici ce que les gens disent, mais c'est qu'il y a déjà ce jugement. Nous achetons du ciment et nous savons ce que les maçons, par exemple, pensent de tel ou de tel ciment. Donc il y a la qualité qui gagne aussi. Ça tire, la concurrence tire vers le haut la qualité de la prestation. Il faut le dire que la concurrence sert tout le monde, celui qui vient faire les affaires, l'État, ainsi que le marché en général. Oui, pour moi, pour ajouter, peut-être que Dangote à son niveau va régler un problème. Quand vous prenez le transport, même le convoyage du ciment du Nigeria vers le Togo, il y a chaque année, tout le monde sait combien d'accidents, par exemple, avec combien de morts ça provoque. Le plus récent qui est spectaculaire, c'est à Nehor. Il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, vous voyez qu'avec sa proximité au Niger, ce circuit-là, ça va baisser. Peut-être que c'est lié à la matière première déjà sur place, donc ça va baisser un peu. Il n'y aura pas tellement tous ces camions-là qui viennent avec tout ce que ça implique. Oui, ça va gagner. Maintenant, de l'autre côté, le Niger gagne parce qu'il n'y aura pas des chauffeurs du Nigeria, par exemple, forcément. Donc, il y aura, c'est pour ça qu'on dit, l'emploi de la main-d'œuvre, il crée de l'emploi forcément, là-bas sur place au Niger. Et quand on crée de l'emploi, derrière chaque employé qui est bien payé, se trouve au moins 10, 15, 20. Nous sommes en Afrique et on sait de quoi il s'agit. Lorsque vous dites, vous informez la famille que vous avez trouvé de l'emploi, peut-être que demain, ils ne vont pas attendre la fin du mois pour envoyer des factures de clinique, des factures de produits pharmaceutiques et tout. Donc, je crois que les populations vont y gagner. Maintenant, l'important, c'est au niveau, ça sera joué au niveau du gouvernement qui doit comprendre que l'entreprise là vient pour combler un vide. Il ne faut pas que les gens fassent valoir leur pense au détriment des besoins des populations. C'est ça aussi qui plombe les affaires généralement dans nos pays. Quand les gens viennent, on est au gouvernement, on va prendre... J'avais parlé des rétrocommissions. Il suffit que moi, je me mette plein la poche. Et puis, bon, même s'ils ne construisent pas l'école dans la localité, bon, on s'en fout. D'accord. On va changer de sujet. On passe maintenant en Guinée. Un jeune homme a été tué mardi à Conakry lors de la seconde journée ville morte organisée par l'opposition guinéenne. Ce sont des sources concordantes qui ont donné l'information. Outre ces 2 journées, l'opposition a prévu jeudi une marche et un rassemblement pour protester contre la violation, selon elle, et par le parti au pouvoir, d'un accord conclu en août sur l'installation des élus locaux après le scrutin contesté du 4 février. Le jeune homme tué s'appelle Ibrahima Ba, âgé de 22 ans, originaire de la préfecture de Dalaba. Il aurait reçu une balle perdue alors qu'il sortait de restaurant. C'est la police qui donne l'information. Jean-Paul, en Guinée, c'est vrai que
journée ville morte, manifestation, tout se solde finalement par des morts. Les forces de l'ordre guinéen ont la gâchette un peu trop facile. Je ne sais pas. En tout cas, je connais un peu le pays et je peux vous dire que là-bas, lorsqu'on parle de manifestations, d'affrontements, c'est quand même d'un certain niveau dans la violence. C'est très violent. Et puis, ce n'est pas que simplement lors des manifestations politiques. Même par exemple, lorsqu'il y a délestage au cours d'un match important, ça peut entraîner rapidement des manifestations qui dégénèrent. Le chef de file de l'opposition, Dalen Diallo, parlait de 94 morts depuis les manifestations, depuis l'arrivée de Alpha Condé. Bon, c'est un chiffre qui est contesté par les partisans d'Alpha Condé, mais ça, en tout cas, démontre qu'il y a un certain climat qui s'est installé dans ce pays, qui existe d'ailleurs dans ce pays depuis très longtemps, sur le terrain politique. Bon, la leçon que j'en tire, c'est que effectivement, les questions de liberté publique, les questions de démocratie ne sont pas des choses spontanées, c'est des choses à construire et à entretenir. Effectivement, je fais le parallèle avec ce qui se passe souvent dans notre pays, où parfois les commentaires donnent l'impression que l'herbe est forcément verte partout ailleurs, sauf chez nous. On voit très bien que en Guinée, où Alpha Condé, qui était dans l'opposition avant, qui a été le fer de lance de la lutte démocratique, et tout ça c'est consacré par une alternance politique, n'en demeure pas moins que le débat public là-bas reste, comme tu le disais, très tendu et parfois très violent. On le voit au Niger. On vient de le voir en Côte d'Ivoire, où il y a eu des morts lors des élections locales, etc. Donc, et effectivement, il faut tout faire au-delà de la question d'alternance et tout. Il faut tout faire pour que le débat public se déroule dans des conditions apaisées. Apaisées de telle sorte que ça ne provoque pas, par ailleurs, des morts, des blessés pour la suite d'élections locales qui se sont déroulées depuis février. Et il a fallu plusieurs mois pour installer les exécutifs, et même pour l'installation de ces exécutifs-là, il se pose beaucoup de problèmes, beaucoup de contestations de l'opposition. Donc c'est un peu dans l'espace francophone cette situation qui souvent m'inquiète et qui doit interpeller aujourd'hui nos hommes politiques, y compris les hommes politiques togolais. Rodrigue, on est quand même dans un pays où le président de la République et le chef de file de l'opposition ont l'habitude de se rencontrer souvent. Et pourquoi ça ne décrispe pas, je suis arrivé, la tension politique? Non, vous savez, derrière, le premier élément ici, c'est que Cellou Dalein Diallo a été le premier ministre de Alpha Condé. Ce qui voudra dire que c'est quelqu'un qui connaît la maison, il connaît les pratiques de la maison. Et en choisissant d'aller dans l'opposition, c'est celui d'avant. Lansana Conté Oui, de Lansana Conté. Donc, quand il quitte pour aller dans l'opposition, l'option, si on lit bien dans les actions, c'est de changer, par exemple, ce qu'il estime qui ne marchait pas dans le système. Alors, quand vous êtes dans cette position-là, vous avez tendance à imprimer un rythme donné à vos actions pour forcément atteindre les objectifs. Même la violence, c'est ça? Non, j'en viens. Vous vous faites entourer forcément des gens. Et si vous ne savez pas faire, ces gens-là vont constituer des wagons assez chargés, assez lourds, qui peuvent même empêcher la locomotive de s'arrêter quand elle l'aura voulu. C'est pour dire que, oui, les deux hommes se rencontrent. Ils se rencontrent. Dieu seul sait ce qu'ils se disent. Mais si, entre les rencontres, parce que quand vous lisez bien, lui, il dit que Alpha Condé, il a rencontré les émissaires d'Alpha Condé, ils se sont dit beaucoup de choses, mais à ce jour,
il n'y a même pas eu satisfaction sur un seul point. Ce qui voudra dire qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues. En Afrique, par rapport à la violence, je pense que nous avons un sacré travail de sensibilisation, de conscientisation pour amener les populations à appréhender à une juste valeur la question politique, la question du débat politique. Et moi, j'ai dit le jour où les hommes politiques vont ressembler aux journalistes, peut-être que ce jour-là, l'Afrique francophone aura connu une avancée. Parce que nous, c'est des débats d'idées. On quitte ce plateau, ça s'arrête ici, sur ce plateau. Même si ça continue dans les escaliers ou dans les ascenseurs, ça finit généralement autour d'un pot. Et on se dit, chacun se dit, nous finissons par nous entendre toujours. Et les politiques... Est-ce que c'est pas pareil avec eux? Parce qu'ils sont tout le temps ensemble au-delà des officines politiques. On les voit tout le temps ensemble aussi. Oui, les voir. J'en ai parlé ce matin sur une radio quand je disais qu'aujourd'hui, la politique, surtout en Afrique francophone, c'est la roublardise, des tromperies, c'est des pots de banane. C'est-à-dire des gens qui se rencontrent, mais qui ne veulent pas, c'est l'hypocrisie aussi, qui ne veulent pas, par exemple, que le peuple sache que on s'est vu hier, on s'est dit ceci, cela et l'autre. Parce qu'on a déjà dit à la population que si vous me voyez ou vous voyez quelqu'un avec Samuel, c'est que la personne est vendue. Et donc, si je me rapproche de Samuel, je dois pouvoir cacher ça pour que même peut-être mon épouse ne sache pas qu'il se rapproche entre griffes du diable. Et ça, en Afrique francophone surtout, vous allez comprendre que c'est devenu un problème, puisque vous le dites, tous ceux qui sont derrière vous, vous avez du mal à leur dire la vérité. Vous leur cachez la vérité, et eux, ils pensent que non, la personne que nous suivons, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un qui ne... Et cette personne va continuer à dire aux gens en pleine journée que c'est le diable. Et la nuit, il devient Jésus, chez qui il va confesser peut-être, ils mangent ensemble et ça continue. Donc je pense que l'Afrique, si on est sincère, on doit pouvoir interpeller les hommes politiques africains à comprendre que le jeu politique doit changer. Je me rappelle de l'arrivée de Yahya Bouni au Bénin. Il y a eu une élection présidentielle où des convois se sont rencontrés, il y a eu la fête. Et contrairement à ça, dans notre pays à l'époque, c'était des échanges de gourdins coutés ou de c'est-à-dire, c'était bon, après, nous aussi, on a eu les mêmes images ici. Oui, mais c'était pas pure hypocrisie. Prenez l'exemple, la différence entre le Togo et le Bénin, c'est que les Béninois, en dehors de tout, quand il s'agit de l'intérêt national, attends, mais il y a forcément des approches, vous sentez que bon, les gens se comprennent, les gens tiennent à leurs choses nationales. D'accord. Et dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Chris, au niveau de la Guinée, est-ce que c'est Alpha Condé qui a du mal à gérer le pays? Mais il faut le dire, on peut le dire, mais je voudrais réagir quand même sur un cas, je crois que Jean-Paul a évoqué tout à l'heure, la tension là est très exacerbée, davantage plus exacerbée qu'ici. Mais ce qu'il y a lieu d'évoquer en parlant de la Guinée, c'est que la Guinée de Condé ne se présente plus comme la Guinée de Lansana Conté, comme la Guinée de Sékou Touré. On a l'impression qu'il y a un esprit de démesure dans ce pays-là. À un moment donné, les gens sur qui on comptait, quand ils viennent au pouvoir, ils n'ont plus le contrôle de la situation, ou bien en voulant s'imposer forcément et perdre l'humanité qui est en eux. Et je crois que c'est ce qu'on observe en ce moment. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu extrémiste sur le sujet. Et sur le sujet, ben, vous me demandez, est-ce que c'est lui qui n'arrive pas? Parce que vous savez quand même qu'il était un opposant, l'opposant numéro 1 de Lansana Conté, et il était un bon démocrate, un démocrate pur teint. Mais depuis 2010 qu'il est arrivé au pouvoir, il rencontre tous les problèmes, et tous les problèmes qu'il se crée lui-même, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui crée ces problèmes-là.
pouvoir parce qu'il n'arrive pas à organiser les législatives et les communales qu'il a organisé le 4 février. C'est avec des fraudes énormes. Tout le monde entier a constaté quand même l'ampleur de la fraude qu'il y a eu avec les bourrages d'urnes, etc. On n'a pas l'impression qu'il s'agit du même Condé qu'on connaissait, Condé qu'on connaissait dans l'opposition, chef de file de l'opposition quand Lansana Conté était au pouvoir. Mais ce sur quoi il faut attirer par ailleurs l'attention ici, c'est que la violence, Jean-Paul l'a dit, en Guinée, ça étonne parce que ça tire vers une violence ethnique. Ce n'est pas, ça ne vient pas forcément comme c'est le cas de ceux qui sont morts, de celui qui est mort avec des balles. C'est même 3 morts parce que il y a 2 qu'on a retrouvés aussi calcinés et dans leur chambre qui a pris feu. Donc ça devait faire 3 morts. Ici, c'est que les populations sont très revanchardes, de telle sorte que lorsqu'elles constatent qu'il y a tel mort qui vient par balle, ils se font justice en brûlant, et c'est une confrontation entre les peuples de Diallo et les autres. Il y a ce problème, cet antagonisme ethnique qui vient se greffer sur le problème politique en Guinée. Et sinon, on y prend garde. C'est ça qui va emporter finalement la cohésion dans ce pays-là. Il faut que les gens se gardent d'aller jusqu'à ce stade extrême de la chose. On va marquer la pause. C'est le temps est déjà passé et puis on revient après le journal sur la Côte d'Ivoire.